Je m'appelle Carole Velasquez, j'ai 28 ans, et l'email qui a finalement brisé ma famille n'était ni une dispute, ni un aveu, ni un dramatique « il faut qu'on parle », mais simplement une ligne d'objet, félicitations, lauréate du prix d'excellence jeune chercheuse. Il est arrivé un mardi matin banal de mars, coincé entre un spam sur un abonnement de salle de sport à durée limitée et une promo pour des pizzas à moitié prix, et j'ai failli le supprimer sans le lire, si je n'y avais pas regardé à 2 fois, ma vie aurait peut-être pris une toute autre direction. J'étais à moitié de ma première tasse de café lorsque j'ai vu clairement les mots, ma main s'est figée en l'air, la tasse suspendue sous mes lèvres, et mon cerveau a fait ce petit sursaut qu'il fait quand quelque chose est trop grand, trop beau pour être assimilé. Ethan, ai-je appelé d'une voix brisée, mon petit ami est sorti de la chambre en jogging, tirant encore un t-shirt sur sa tête. Qu'est-ce qu'il y a? La centrifugeuse a encore explosé. Je n'ai pas répondu, j'ai juste tourné l'ordinateur vers lui. Il a plissé les yeux, lu, puis les a écarquillés. Carole. C'est la National Science Foundation, ai-je murmuré. Le prix jeune chercheuse d'excellence. Celui avec les $50 000. Il a terminé pour moi, un large sourire aux lèvres, 2 ans de financement de recherche. Ton projet sur les enzymes. Oh mon Dieu. Le logo de la NSF en haut du message semblait presque faux, comme un mauvais copier-coller, mais le texte était clair, j'avais gagné. Moi, la discrète, celle qui passait plus de soirées avec des boîtes de pétri qu'avec des gens. Mon cœur battait si fort que le bourdonnement du frigo disparaissait, et pendant un instant je n'ai entendu que le martèlement de mon sang dans mes oreilles et la respiration joyeuse d'Ethan à côté de moi. Tu l'as fait, m'a-t-il dit doucement en posant une main sur mon épaule. J'ai ri, mi-sanglot, mi-halètement. Je l'ai fait. Je l'ai vraiment fait. Je n'avais même pas fini de lire l'email que je saisissais déjà mon téléphone. Maman a décroché à la 3e sonnerie. Coucou chérie, tout va bien? Je suis en train de faire mariner le poulet pour ce soir, ta sœur et Trevor viennent dîner. Maman, ai-je dit en pleurant déjà, je viens de gagner le prix NSF Jeune Chercheuse. Je viens juste de recevoir l'email. Il y a eu un silence, pas long, mais suffisamment pour que je le remarque, assez pour que mon estomac se resserre. Oh. Oh, c'est merveilleux, Carole. Le truc de science, c'est ça? La bourse en biochimie, ai-je précisé, en forçant un ton enjoué. $50 000 pour mon projet de modification enzymatique. Une reconnaissance nationale. C'est énorme. C'est super ma chérie, vraiment. Ton père est au garage, je lui dirai quand il rentrera. En arrière-plan, j'ai entendu le rire de Mélissa, lumineux, facile, la bande-son de mon enfance. Elle devait déjà être là avec Trevor. La voix de maman s'est animée, oh, à propos de bonnes nouvelles, tu devrais voir l'Instagram de Mélissa. Elle a encore eu une promotion. Responsable senior en organisation d'événements. Sa 3e promotion de l'année. Incroyable, non? Ce poids familier s'est installé dans mon ventre, lourd, froid. Je fixais l'écran de mon ordinateur, votre travail a été sélectionné pour sa contribution remarquable. C'est super pour elle, ai-je répondu. Écoute, il y a une cérémonie à Chicago, le 15 avril. Il m'y envoie, il paie l'hôtel, c'est quelque chose d'important. Je veux vraiment que toi et papa soyez là. Envoie-nous les détails, a-t-elle dit. On regardera notre calendrier, de ce ton qu'on réserve à un rendez-vous chez le dentiste. D'accord, ai-je murmuré. Je vous enverrai tout. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, le téléphone encore en main. Ethan, appuyé contre le plan de travail, m'observait. Laisse deviner, a-t-il dit doucement. Mélissa a eu une promotion. Responsable senior en événementiel, ai-je tenté de plaisanter sans y parvenir. Sa 3e cette année. Tu le savais? Il a traversé la cuisine en 2 pas et m'a serré dans ses bras. Carole, c'est un prix national. Il te nomme toi. Pas une marque, pas un service, toi. La NSF ne distribue pas ça comme des bonbons. Je sais, ai-je soufflé contre son torse. Je voulais juste qu'elle crie avec moi, pour une fois. Il m'a embrassé sur la tête. Je crie assez pour tout le monde. Nous avons passé l'heure suivante à parler logistique, vol, tenue, quelles chaussures on porte quand toute une carrière doit monter sur scène. Au milieu de tout ça, il a dit presque négligemment, je prendrai congé cette semaine-là. Je ne raterai ça pour rien. Tu n'es pas obligé,
ai-je répondu par réflexe. Ton cabinet. Carole, arrête, m'a-t-il coupé en serrant ma main. Ça fait 3 ans que je te vois vivre dans ce labo. J'y vais. Point final. J'ai souri, le cœur serré de cette bonne douleur. D'accord. Alors on y va ensemble. Son téléphone a vibré. Il a jeté un œil et grimacé. Encore Rachel. J'ai essayé de ne pas réagir. Rachel, l'ex, toujours un peu en périphérie de notre vie, non pas par romance, mais parce qu'elle travaillait désormais dans une clinique psy avec un ancien professeur d'Ethan, ils partageaient des cercles pro, des conversations de groupe, et parfois un dîner maladroit du style « Nous sommes tous adultes maintenant ». Elle veut quoi, ai-je demandé. Un truc de boulot, a-t-il dit en écartant la notification sans répondre. Elle parle d'un nouveau médecin dans leur équipe. Torres, je crois. Je verrai plus tard. À l'époque, ça semblait être du bruit de fond, rien de plus. Je n'avais aucune idée que ce nom reviendrait dans ma vie 1 an et demi plus tard, attaché à un dossier avec le visage de ma sœur dessus. 2 semaines après l'email, j'ai envoyé à toute ma famille l'invitation digitale que la NSF m'avait transmise, 15 avril, Chicago Convention Center, cérémonie des prix jeunes chercheurs d'excellence. J'ai ajouté et réservé la date avec 3 points d'exclamation, comme s'il pouvait combler 28 ans de distance. Papa a répondu avec un emoji pouce levé. Mélissa a écrit « Waouh, 6, c'est cool. Tu as toujours été la brillante. » Maman n'a pas répondu. Je me suis dit que c'était normal, que tout le monde était occupé, qu'ils s'enthousiasmeraient quand la date se rapprocherait. Ils ne l'ont pas fait. 2 semaines avant la cérémonie, l'écran de mon téléphone s'est allumé, Mélissa. Carole, oh mon Dieu, tu ne vas pas y croire, a-t-elle crié dès que j'ai décroché, avec ce ton aigu que je connaissais trop bien, le même que lorsqu'elle avait eu le premier rôle dans une pièce de l'école. Qu'est-ce qu'il y a, ai-je demandé, déjà sur la défensive. Trevor a demandé ma main, a-t-elle hurlé presque. Il m'a emmené au petit resto italien du centre, tu sais, Romano's, et il s'est agenouillé devant tout le monde. La bague est magnifique, Carole. 2 carats, coupe parfaite. Il a dit qu'elle avait coûté $18 000. Tu te rends compte? C'est. Waouh, ai-je dit en souriant malgré moi. Félicitations, Mel. Vraiment. Je sais. Bref, on fait un dîner de fiançailles vendredi prochain. Juste la famille et quelques proches. Papa et maman sont surexcités. Il faut absolument que tu viennes. Mon estomac s'est noué avant même que mon cerveau fasse le calcul. Vendredi prochain, ai-je demandé lentement. Quelle date? Vendredi 15, a-t-elle chantonné. Facile à retenir. J'ai fermé les yeux. Mélissa. C'est le même soir que ma cérémonie NSF. Celle à Chicago. Je t'ai envoyé l'invitation il y a des mois. Oh. Elle s'est tue une seconde. Vraiment? Tu es sûr? Oui, ai-je dit en essayant de rester posé. J'en parle depuis mars. Elle a soupiré. Oh mince, c'est vraiment pas de chance. On a déjà réservé le restaurant et les parents de Trevor viennent de Boston. 50 personnes, des acomptes. Tu ne peux pas décaler ton truc? J'ai fixé le mur. La National Science Foundation, ai-je répondu lentement, ne déplace pas sa cérémonie nationale parce que ma sœur dîne chez Romano's. Elle a soufflé. Pas la peine de le dire comme ça. C'est mes fiançailles. C'est un moment unique pour moi. Gagner un prix national de recherche n'arrive pas tous les jours non plus, ai-je rétorqué, la gorge brûlante. Tu connaissais la date. Eh bien, a-t-elle dit d'un ton plus froid, toi, tu es la maline. Tu auras d'autres prix. Je ne me fiance qu'une fois. Je pouvais presque entendre le discours déjà en train de se rédiger chez mes parents. 1 heure après, papa m'appelait. Pimpquin, a-t-il commencé, utilisant le surnom qui n'apparaissait que lorsqu'il voulait quelque chose, il faut qu'on parle du vendredi 15. Ma cérémonie, ai-je dit. À Chicago. Il s'est éclairci la gorge. On est dans une situation un peu délicate. Le dîner de fiançailles de Mélissa est ce soir-là et on a déjà dit aux parents de Trevor qu'on serait présents. Ils prennent l'avion. Il y a des acomptes, tu sais comment c'est. Papa, c'est un prix national, ai-je coupé, la voix tremblante. $50 000.
La plus grande soirée de ma carrière. Je sais, et on est fier de toi, a-t-il insisté. Mais les prix, ça arrive tout le temps. Mélissa ne se fiance qu'une fois, enfin j'espère, a-t-il ajouté en riant. Je n'ai pas ri. On pourra fêter ça plus tard, a-t-il poursuivi. On t'emmènera dîner quelque part de sympa le week-end suivant. Fais en toute une soirée. Des récompenses, il y en a tout le temps. Les mots m'ont frappé comme un coup de poing. Derrière mes yeux, un montage a défilé. À 16 ans, le championnat d'état de robotique, ils sont allés au récital de danse de Mélissa à la place. À 22 ans, ma remise de diplôme avec mention, ils sont arrivés en retard et sont repartis plus tôt pour aller visiter l'appartement de Mélissa. À 27 ans, ma soutenance de thèse, ils ont passé toute la réception à se vanter du nouveau client de Mélissa. Carole, a dit mon père. Tu es toujours là. J'y vais, me suis-je entendu répondre, ma voix lointaine, comme venue du fond du labo. À Chicago, à ma cérémonie, avec ou sans vous. Ne fais pas ta dramatique, a-t-il soupiré. On fêtera ton truc plus tard. Mon truc, ai-je répété doucement. Très bien. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse ajouter autre chose. Ethan m'a retrouvé une heure plus tard, assise par terre dans la cuisine, le dos contre le meuble, mon téléphone sur les genoux. Il s'est laissé glisser à côté de moi. Ils ont choisi le dîner, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Ils ont dit, les récompenses, ça arrive tout le temps. Les fiançailles, c'est une fois. Il est resté silencieux un moment, puis m'a pris la main. Alors on y va, a-t-il dit simplement. Toi et moi. Tu montes sur cette scène, tu prends ce chèque, et si le photographe a besoin de quelqu'un qui encourage comme un idiot au dernier rang, j'ai des poumons. J'ai ri, un son humide et brisé. Je voulais qu'il soit là. Je sais, a-t-il murmuré. Mais tu mérites d'y être, même sans eux. Je l'ai regardé, déjà en train de calculer mentalement les vols, les hôtels, son agenda. D'accord, ai-je soufflé en essuyant mes yeux. On y va. Je n'avais aucune idée qu'alors que je répétais mon discours pour une salle pleine de scientifiques, ma famille porterait des toasts autour d'une bague achetée avec ma carte bancaire volée. Mais ça, je ne le découvrirai que bien plus tard. Le centre des congrès de Chicago brillait comme un décor de rêve ce vendredi soir, les parois de verre illuminées par les lustres. Le marbre poli si lisse que j'y voyais mon reflet. Dans un film, c'est à ce moment-là que la musique triomphante aurait commencé. Mais tout était calme, juste la pression de la main d'Ethan se resserrant sur la mienne en entrant dans le hall. Ça va? A-t-il murmuré. J'ai hoché la tête, la gorge nouée. Oui. J'absorbe juste tout ça. Ce que je n'ai pas dit, mes parents auraient dû être ici. Des scientifiques en costumes élégants circulaient autour de nous, parlant d'enzymocinétique, de relecture, d'analyse structurelle. J'aurais dû me sentir chez moi. Au lieu de cela, je cherchais chaque visage machinalement, même si je savais qu'il ne viendrait pas. Pas de surprise de dernière minute. Pas même un message. Ethan a serré ma main encore. Carole, regarde-moi. Je l'ai fait. Tu as mérité tout ça. Ce sont eux qui passent à côté. Sa certitude m'a porté. Elle m'a tenu droite lorsque nous avons pris place près du devant, la chaise vide à côté de moi comme une accusation. Quand les lumières se sont tamisées et que la directrice de la NSF est montée sur scène, les applaudissements ont éclaté. Mon cœur battait si fort que j'entendais son pouls dans mes oreilles. Ce soir, nous célébrons les jeunes chercheurs qui repoussent les frontières de la science, a annoncé la directrice. Ma poitrine s'est contractée. Mon nom était dans son paquet de cartes lorsqu'elle a déclaré « Le prix d'excellence du jeune chercheur est décerné à Carole Velasquez ». Quelque chose s'est brisé en moi. Ethan s'est levé d'un bond, applaudissant plus fort que tout le monde, poussant un cri qui a attiré quelques regards amusés. J'ai retenu un rire, clignant rapidement pour garder la vue claire en marchant vers la scène. Le moment aurait dû être parfait. Il l'aurait été si le photographe n'avait pas cadré de façon à ce que les sièges vides derrière moi soient évidents. J'ai souri quand même. J'ai tenu mon trophée. J'ai posé seul. Et en revenant m'asseoir, Ethan a passé son bras autour de mes épaules et a murmuré, « Tu n'avais pas besoin d'eux. » Peut-être. Mais mon Dieu, que je voulais qu'il soit là. 7 jours plus tard, j'étais en train de pipeter des échantillons de protéines lorsque mon téléphone a vibré avec un numéro inconnu. J'ai presque laissé filer.
Presque. Bonjour, ici Carole Velasquez. Une voix masculine, âgée, léger accent de Boston. Oui, c'est moi. Ici James Nova, du service d'expertise Nova Jewelry. Je dois vous parler d'une bague que vous avez achetée récemment. Je me suis figé. Une bague que j'ai achetée? Je n'ai acheté aucune bague. Un silence. Selon le certificat d'authenticité, si, pour une certaine Melissa George. Mon estomac s'est effondré. C'est ma sœur, ai-je soufflé. Monsieur. Quel certificat? Je vous appelle parce que l'expertise révèle une différence importante, dit-il. La bague examinée, présentée comme un diamant de 2 carats à $18 000, est en réalité du zircon cubique. Valeur, environ $400. Je me suis laissé tomber sur mon tabouret. C'est impossible. Le certificat indique un achat il y a 3 mois, chez Brilliant Small Jewelry, paiement par carte Visa se terminant par 49,99, enregistré à votre nom. Mon souffle s'est coupé. C'était la carte volée dans mon sac au gymnase. Celle que Melissa savait disparue. Monsieur Nova. J'ai signalé ce vol il y a 3 mois. Un rapport de police a été déposé. Alors, je pense que le problème dépasse l'expertise. Il a envoyé le certificat, ma carte volée, un achat que je n'ai jamais fait, une bague factice, le nom de Melissa. J'ai appelé Patricia et avant de changer d'avis. Elle a décroché au 2e appel. Oh, Carole, Trevor parle tellement de toi, et félicitations pour ta cérémonie, tu étais radieuse. Au moins quelqu'un avait remarqué. Madame, ai-je dit doucement. Avez-vous demandé l'expertise de la bague de fiançailles de Melissa? Oui. Pourquoi? Parce que le certificat montre qu'elle a été achetée avec ma carte volée. Et que la bague est fausse. Silence. Pas de choc. Pas de confusion. Quelque chose de plus glacial. Je vais parler à Trevor, dit-elle. Elle n'a pas dit au revoir. 2 heures plus tard, un autre appel. Carole, c'est Trevor. J'ai besoin que tu me dises que c'est un malentendu. J'ai fermé les yeux. J'aimerais. Il avait demandé le reçu. Melissa avait donné 3 versions. Qu'a-t-elle dit pour la bague fausse? Elle a pleuré, dit-il sèchement. Elle dit que l'expert se trompe. Peut-être un échange. Carole. J'ai payé $18 000. Je lui ai transféré l'argent directement. J'ai posé mon front contre l'acier froid. Trevor. Je suis désolé. Elle a déjà fait des choses comme ça? Un flot de souvenirs, les perles de maman, la montre de papa, mon ordinateur, mes AirPods, même ma PlayStation ado. Des choses disparues avec Melissa toujours proche. Je ne sais pas. Mais je pense que ça ne sort pas de nulle part. Long silence. Carole. Je crois qu'elle me ment depuis très longtemps. Je rouvre mon dossier. Ce n'est pas une erreur. C'est de la fraude. Je comprends, murmura-t-il. Je dois savoir la vérité. On a raccroché. Mes mains tremblaient. Ethan m'a retrouvé 30 minutes plus tard, fixant encore le certificat. Il l'a lu 2 fois, mâchoire serrée. Elle t'a volé ta carte, dit-il calmement. Elle t'a volé ton moment. Elle a volé Trevor. Et tes parents ont raté ta cérémonie à cause de ça. Je crois que cette fois, ai-je murmuré, Melissa est allée trop loin. Je ne savais pas encore à quel point. Je ne savais pas que la police m'appellerait bientôt avec un mandat de perquisition, ni que ce qu'ils trouveraient dans l'appartement de Melissa ferait exploser notre famille. Le lendemain matin, en buvant mon café, un autre numéro inconnu. Une pointe glacée me traversa. Bonjour, Madame Velasquez. Ici l'enquêtrice Lisa Park, police métropolitaine. Nous devons parler de votre dossier de carte volée. Mon pouce est emballé. Oui. Évidemment. Que se passe-t-il? Il y a eu des développements. Importants. J'ai reposé ma tasse. De quel type? Nous avons un mandat de perquisition pour l'appartement de Melissa George. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. L'appartement de Melissa? Oui. L'expert en joaillerie nous a contactés après vous avoir eu au téléphone.
Étant donné les documents falsifiés et l'utilisation d'une carte volée, il s'agit d'une fraude criminelle. Nous effectuerons la perquisition cet après-midi. Je voulais vous prévenir, car vous devrez peut-être identifier les objets retrouvés. Je me laissais tomber sur ma chaise de cuisine. Fraude criminelle. Ma sœur. Commandant, murmurai-je. Pensez-vous qu'elle faisait cela depuis longtemps? Un silence. La perquisition nous le dira. Cet après-midi-là, au commissariat métropolitain. L'odeur de café brûlé et de désinfectant emplissait les lieux, mêlée à une senteur métallique et rance. La détective Park me conduisit dans une petite salle où une table pliante était adossée au mur, entièrement recouverte de sachets de preuves. Mon souffle se coupa. Dans l'un d'eux se trouvait un collier de perles familier. Le collier de maman, celui dont elle avait pleuré la perte il y a 2 ans et qu'elle croyait voler à l'église. À côté, la Rolex de papa, celle qu'il pensait avoir été dérobée dans son casier de sport. Puis mon ordinateur, mon ancien MacBook Pro, celui pour lequel j'avais économisé des mois et que j'avais laissé seul 5 minutes dans un café avant qu'il ne disparaisse. Ma gorge se serra. La détective consulta ses notes. Cet ordinateur a été déclaré volé il y a 8 mois. Oui, soufflai-je. Je pensais avoir été négligente. Elle désigna un autre sachet. Mon étui d'AirPod gravé, OB 2022. J'eus la nausée. Et cela, demanda-t-elle en montrant un ensemble plus large d'objets, bracelets, boucles d'oreilles en or, montres, portefeuilles, petits appareils électroniques. Je m'approchai. Ce bracelet, murmurai-je. Je crois que l'amie de ma mère, Linda, l'a perdu à notre fête de Noël. Et la montre, demanda la détective. Je l'ai déjà vue, mais j'ignore à qui elle appartient. Elle prit note. Nous pensons que le comportement de votre sœur remonte à plusieurs années, dit-elle. Elle avait construit un faux mur dans son placard pour cacher tout cela. Elle souleva un grand sachet contenant 15 cartes bancaires découpées, chacune appartenant à une personne différente. Votre sœur semble souffrir d'un trouble compulsif du vol, poursuivit-elle prudemment. Mais la compulsion n'annule pas la responsabilité pénale. La valeur totale des objets retrouvés dépasse $40 000. 40 000. Mon cœur battit douloureusement. J'avais toujours pensé que Mélissa était dramatique, impulsive, égocentrique, mais une voleuse. Une voleuse compulsive qui avait dérobé sa famille, ses amis, des inconnus. Quelque chose se brisa en moi, colère, chagrin, incrédulité, et une forme de deuil. Le deuil de l'image que j'avais eue de ma sœur. La réunion de famille d'urgence. Ce soir-là, mes parents m'appelèrent. On a besoin que tout le monde vienne, dit papa d'une voix creuse. Quand j'arrivai, la maison semblait étrangère. Maman était assise sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Papa se tenait près de la cheminée, le regard perdu. L'air était lourd, étouffant. Où est Mélissa, demandai-je. Papa soupira. Avec un avocat. Je m'assis en face d'eux. Le silence dura jusqu'à ce que maman murmure, ils nous ont tout montré. Sa voix tremblait. Ton ordinateur, tes AirPods, mon collier, la montre de ton père, le bracelet de Mrs. Patterson, l'argent de Trevor, la bague factice, tout. Papa passa une main sur son front. Elle m'a laissé renvoyer un employé de la salle de sport, dit-il d'une voix brisée. J'ai porté plainte. Je l'ai accusé d'avoir volé ma montre. Alors que c'était elle. Maman éclata en sanglots. Mrs. Patterson a fouillé toute sa maison. On l'a aidé à chercher ce bracelet. On pensait qu'elle l'avait perdu, mais il était là, tout ce temps. La culpabilité emplissait la pièce, mais en moi la colère brûlait plus fort. Pourquoi, dis-je lentement, n'avez-vous jamais remis en question ce qu'elle faisait? Maman leva vers moi des yeux rougis. Elle est malade, Carole. La détective a parlé de kleptomanie. Elle ne peut pas s'en empêcher. Pas s'empêcher de voler ma carte, répliquai-je. Pas s'empêcher d'acheter une bague factice pour faire croire que Trevor avait dépensé $18 000? Pas s'empêcher de laisser papa accuser quelqu'un d'innocent? Pas s'empêcher de me laisser croire que j'étais négligente? Chérie, commença papa. Non, coupai-je. La maladie explique un comportement. Elle ne l'excuse pas, ils ne répondirent pas, vous voulez savoir ce qui est vraiment malade. Ma voix trembla. C'est que vous avez raté ma cérémonie, le plus grand moment de ma vie,
parce que vous célébriez des fiançailles fondées sur une fraude. Une fausse bague achetée avec ma carte volée. Maman porta une main à sa bouche, en sanglotant. Papa murmura, on ne savait pas, vous n'avez jamais voulu savoir, dis-je doucement. Mélissa a toujours été la princesse, celle qu'on protège, qu'on célèbre, qu'on excuse. Vous ne l'avez jamais regardée avec lucidité. Pas une seule fois. Ils ne contestèrent rien. La famille arrive. 2 jours plus tard, Trevor et ses parents se présentèrent. Patricia, droite et élégante, était secouée d'une colère contenue. Robert, à ses côtés, mâchoire crispée. Nous devons discuter des implications financières, dit Patricia d'un ton glacial. Papa acquiesça. Bien sûr, tout ce que Mélissa doit. Il ne s'agit pas d'argent, le coupa elle. Votre fille a rendu mon fils complice d'une fraude. Robert se pencha en avant. Trevor a payé 18 000 $. Il a les relevés bancaires. Mais la bague a été achetée 4 cents $ avec des cartes volées. Je regardais Trevor. Il semblait brisé. Où est passé l'argent, demandai-je doucement. Trevor déglutit. Elle m'a dit qu'elle avait des contacts dans le milieu de la joaillerie. Qu'elle pouvait obtenir un meilleur prix. Je lui ai viré l'argent. Mon estomac se noie. Donc elle a volé ma carte pour mettre en scène de fausses fiançailles, avec une fausse bague, après avoir pris 18 000 $? Oui, répondit Patricia sèchement. Et elle nous a menti en face. Maman poussa un petit cri étouffé. Nous ne porterons pas plainte, dit Robert. Mais nous ne voulons plus avoir affaire à votre famille. Après leur départ, la maison sembla s'effondrer sur elle-même. Mes parents avaient l'air anéantis. Papa se tourna vers moi. Carole. Ta cérémonie. On l'a ratée pour ça. Je hochai la tête. Oui. Vous l'avez ratée. Maman prit ma main. Tu pourras nous pardonner. Je les regardais. Vraiment regardé. Leur culpabilité, leur déni qui se fissurait, l'aveuglement qu'ils avaient entretenu pendant des décennies. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Ce n'est pas qu'une soirée. C'est 28 ans à choisir Mélissa avant tout. Même avant moi. Le silence tomba. Je le laissai s'installer. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas celle qui tentait de combler les silences. Je pensais que le pire était passé. Mais 18 mois plus tard, j'appris que les conséquences ne s'arrêtent pas aux sachets de preuves et aux excuses. Certaines vous poursuivent. Tous les mois. Dans des enveloppes soignées, écrites de la main de Mélissa. 18 mois passèrent. 18 mois depuis la bague factice, le mandat de perquisition, les murmures, comment avons-nous pu passer à côté? Le temps avait émoussé la colère, sans jamais en effacer la trace. Pas quand le courrier arrivait. Pas quand je reconnaissais son écriture. Pas quand j'ouvrais les enveloppes pour y trouver un unique billet de 100 $, net, plié, précis. Un plan de restitution imposé par la Cour, étalé sur des années. Je les gardais tous dans un tiroir de mon bureau. 24 enveloppes. 24 rappels de ce qu'elle m'avait pris. Pas seulement de l'argent, mais la confiance, les moments, les étapes de ma vie. Ethan appelait cela le tiroir de la fermeture. Moi, celui des conséquences. Cet après-midi-là, je glissai la nouvelle enveloppe dans le tiroir et le refermai. Encore une, demanda doucement Ethan. J'acquiesçai. 24 de fait, il en reste 85. Il sourit tristement. À ce rythme, elle aura fini vers tes 30 ans. Un pâle sourire me vint. Quel cadeau d'anniversaire. Il m'enlaça. Tu n'es pas obligé de toutes les garder. Je sais. Mais les jeter, ce serait faire comme si rien ne s'était passé. Il m'embrassa sur la tempe. Tout n'a pas besoin de preuves pour être vrai. Peut-être. Mais j'ai besoin de preuves pour moi. Quelque chose qui dise, c'est arrivé. Tu ne l'as pas imaginé. Et tu as survécu. Mes parents, toujours sur le même refrain. Fin du mois, 12 appels de maman. Ethan comptait, pas moi. Ses messages étaient doux, émus, pleins d'espoir. Chérie, Mélissa en est à 6 mois sans incident. Elle suit une thérapie 2 fois par semaine. Elle veut faire amende honorable. Elle a changé. On peut parler? Les messages de papa étaient plus courts, tu nous manques, on est fiers de toi,
mais finissait toujours par « Mélissa va mieux ». Comme s'il ne pouvait parler de moi sans parler d'elle, comme si ma valeur restait toujours liée à la sienne. Un soir, Ethan entra dans le salon en tenant mon téléphone. 12 appels ce mois-ci, 14 avec ce manqué. Je refermai mon ordinateur. Et cette fois, qu'est-ce qu'ils veulent? Toujours la même chose, les progrès de Mélissa. Je soupirai. C'est fou. Il la félicite juste pour ne pas commettre de crime. Tu as le droit de ressentir ça, murmura-t-il. Je m'appuyai contre le dossier du canapé. Tu sais ce que je ne comprends pas, dis-je doucement. Je n'ai jamais rien volé. Est-ce que je devrais acheter un gâteau? Il a ri doucement. Chocolat ou citron? Les deux. Mais même cette plaisanterie ne parvenait pas à alléger le poids que je ressentais. Le problème, c'est que la colère s'estompe, la déception reste, et l'épuisement s'incruste dans les os. Le téléphone d'Ethan a vibré pendant que nous mangions des nouilles à emporter. Il a regardé l'écran, a grimacé, puis l'a posé face contre la table. Rachel, a-t-il soupiré. Oui, Rachel, son ex, désormais assistante ou coordinatrice psy, ou quelque chose du genre, dans une clinique comportementale. J'ai levé un sourcil. Et qu'est-ce qu'elle veut encore? Un truc lié au travail, a-t-il marmonné. Elle travaille sur un projet avec une certaine Dr Torres. Ce nom a accroché quelque chose dans mon esprit. Torres, ai-je répété, comme dans. Mais il hochait déjà la tête. Oui, cette Dr Torres-là, celle qui traite Mélissa. Une étrange tension m'a serré la poitrine. Bien sûr. Parce que pourquoi mon ex-femme ne ferait-elle pas en sorte que l'ex de mon petit ami fasse partie de l'équipe psychiatrique chargée des crimes de ma sœur, puisque ma vie adore les rebondissements absurdes. Elle a dit que Torres consultait son équipe, a ajouté Ethan. Quelque chose à propos de comportements compulsifs à long terme. J'ai planté ma fourchette dans mes nouilles plus fort que nécessaire. Fantastique, Carole. Il n'y a rien de romantique, ai-je lâché d'un coup. Je sais, a-t-il dit doucement. Vraiment? Ai-je soupiré? Oui. C'est juste que je déteste que le chaos de ma famille contamine tout, même des gens qui ne devraient pas faire partie de l'histoire. Il a pris ma main à travers la table. Tu n'es pas responsable des fautes de ta sœur. J'ai détourné les yeux. L'appel qui change encore tout. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. Dr Torres. J'ai fixé l'écran, la peur me grimpant le long de la colonne vertébrale. Ethan a levé les yeux du canapé. Tu vas répondre? Je ne sais pas. Il s'est levé, a pris le téléphone et a appuyé sur accepter avant que je puisse l'en empêcher. Je l'ai fusillé du regard. Il a haussé les épaules. Éviter les choses ne les a pas fait disparaître jusqu'ici. J'ai mis le téléphone à mon oreille. Bonjour, mademoiselle Velasquez. Ici la docteure Anna Torres, la psychiatre qui suit votre sœur, Mélissa. Sa voix était douce, chaleureuse, trop douce. Oui, ai-je répondu sèchement. Je suis au courant. Mélissa a signé une autorisation me permettant de vous contacter, a-t-elle poursuivi. Elle voulait que vous sachiez qu'elle fait des progrès importants. J'ai fermé les yeux. Voilà, on y est. Je sais que votre relation avec elle est tendue. Sa relation avec moi est criminelle, ai-je corrigé. Un silence. Oui, a murmuré la docteure Torres. Et elle ne demande pas le pardon, seulement la compréhension. J'ai inspiré brutalement. Pourquoi m'appelez-vous? Elle m'a demandé de le faire, mais surtout, je pense que cela vous serait bénéfique. Je me suis figé. Comment ça? Comprendre le trouble ne signifie pas excuser le mal, mais cela peut vous aider à distinguer la maladie de Mélissa de votre identité. Vous avez beaucoup souffert de ces actes. Vous méritez de la clarté. Clarté. Pas la fermeture, pas le pardon, pas la réunification familiale. Juste de la clarté. Quelque chose en moi a vacillé. En quoi consisterait exactement cette rencontre? Une seule séance, a-t-elle répondu. Juste vous et moi, parlant de kleptomanie, de compulsion, de traitement, de responsabilité, sans aucune pression vers une réconciliation, sans Mélissa. Ma poitrine s'est serrée. Je n'avais pas parlé à Mélissa depuis 18 mois. Je ne savais même pas si je le voulais un jour. Mais j'étais tellement fatigué. Fatigué d'être en colère.
fatigué d'être déclenché par une simple enveloppe. Fatigué que chaque conversation avec mes parents finisse toujours par tourner autour d'elle. Carole, a glissé doucement la docteure Torres. Ce n'est pas pour elle. C'est pour vous. Ethan s'est approché et s'est assis à mes côtés. Il m'a pris la main sans rien dire. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai dit, d'accord, je vous rencontrerai. La docteure Torres a expiré. Je suis contente. Je pense sincèrement que c'est le début de votre guérison, pas celle de quelqu'un d'autre. Quand j'ai raccroché, Ethan m'a attiré contre lui. Je suis fier de toi, a-t-il murmuré. Ce n'est pas pour Melissa que je le fais, ai-je dit rapidement. Je sais, a-t-il soufflé. C'est pour ça que c'est important. Plus tard dans la nuit, une fois Ethan endormi, je suis resté allongé à fixer le plafond. Mon esprit est revenu au couloir du tribunal 8 mois après la condamnation de Melissa, quand je l'avais aperçue par hasard, attendant un contrôle de probation. Ses cheveux plus courts, sa posture plus petite, son expression silencieuse. Elle avait levé timidement la main. J'avais répondu par un simple hochement de tête. Rien de plus, aucune parole, aucun pardon, juste une reconnaissance. Un moment planté dans ma poitrine comme une écharde. Maintenant, dans le noir, j'ai murmuré, qu'est-ce qui t'a vraiment brisé, Mel? Parce que personne ne construit un mur secret rempli d'objets volés sans qu'une fissure existe quelque part à l'intérieur. Et pour la première fois, je voulais comprendre cette fissure. Pas la réparer, pas nous réparer, juste arrêter de porter son poids. La séance avec la docteure Anna Torres était prévue pour le mardi suivant à 14 h. J'ai failli annuler 2 fois. Non pas parce que la maladie de Melissa me faisait peur, mais parce que j'avais peur de ce que je ressentirais si je la comprenais. Ethan a proposé de m'accompagner. Je lui ai dit que je devais faire ça seul. Il a embrassé le sommet de ma tête et m'a dit qu'il m'attendrait dehors avec un café. La clinique était calme, lumière douce, murs pastel, une odeur de lavande flottant dans l'air, l'atmosphère parfaite pour démêler des nœuds émotionnels. Une réceptionniste m'a conduite à un bureau privé où la docteure Torres m'attendait, grande, posée, des yeux vifs adoucis par l'empathie. « Merci d'être venue, Carole », a-t-elle dit en désignant une chaise. Je me suis assise, le dos droit. « Je ne suis pas ici pour me réconcilier avec Melissa », ai-je déclaré immédiatement. « Je comprends », a-t-elle répondu. « Ce n'est pas l'objectif de cette séance. » Tant mieux, parce que plus personne ne me pousserait jamais nulle part. L'explication dont je ne voulais pas, mais dont j'avais besoin. La docteure Torres a commencé par les détails cliniques, chimie du cerveau, troubles du contrôle des impulsions, compulsions qui dépassent la pensée rationnelle. Mais elle n'a jamais cherché à excuser quoi que ce soit. La compulsion peut pousser à voler, a-t-elle dit. Mais la compulsion ne cache pas des objets dans les murs. Ça, c'est un choix. La compulsion n'utilise pas une carte volée pour acheter une fausse bague et mettre en scène une fausse demande en mariage. Ça, c'est de l'intention. J'ai laissé échapper un souffle que je ne savais même pas retenir. Donc elle savait ce qu'elle faisait, ai-je murmuré. Elle savait que c'était mal, a répondu la docteure Torres. Et elle l'a fait quand même. La kleptomanie explique le pourquoi, pas l'impact, et la responsabilité est essentielle au traitement. Elle a marqué une pause, puis a ajouté doucement, Melissa ne s'attend pas à être pardonnée. Elle sait que ça n'arrivera peut-être jamais. Ma mâchoire s'est crispée. Alors pourquoi suis-je là? La docteure Torres s'est penchée légèrement en avant. Parce que vous méritez de guérir de ces actes. Comprendre la maladie peut vous aider à lâcher le poids que vous portez. Pas pour elle. Pour vous. J'ai fixé mes mains. Elle a repris, Melissa demande de vos nouvelles pendant les séances. Elle ne demande pas de contact. Elle demande si vous êtes en sécurité, si votre recherche avance, si Ethan est bon avec vous, si vous êtes heureuse. Un nœud douloureux s'est formé dans ma poitrine. Pourquoi elle s'en soucierait? Parce que la culpabilité, a dit la docteure Torres, fait partie du processus de guérison. J'ai fermé les yeux, sentant quelque chose de chaud et lourd remonter en moi. Un chagrin que je ne m'étais jamais autorisé à ressentir. Pas pour la sœur que j'ai perdue, mais pour celle que je croyais avoir. Rachel réapparaît. En quittant le bureau, quelqu'un se tenait au bout du couloir, Rachel, l'ex d'Ethan, un classeur à la main, un badge accroché à son chemisier. Elle avait l'air aussi surprise que moi. Carole, a-t-elle soufflé. Je ne m'attendais pas à te voir.
Moi non plus. Elle s'est avancée, la voix plus basse. Je ne savais pas que tu étais lié à Mélissa jusqu'à aujourd'hui. Ses yeux étaient doux, compatissants, sans être intrusifs. Je ne suis pas ici pour m'interposer, a-t-elle dit. Je veux juste que tu saches que tu as eu raison de venir. Comprendre, ça n'efface pas. Ça libère. Je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai simplement hoché la tête. Merci. Et c'est tout. Pas de drame, pas de tension, juste deux femmes touchées par la même orbite chaotique de trauma. Un passé, un présent, reconnu sans avoir besoin de réparer quoi que ce soit. Une nouvelle invitation. Ce soir-là, j'ai ouvert mon ordinateur et trouvé un courriel de la National Science Foundation. Objet, invitation à présenter le prix Jeune Chercheur 2020 Forshire 24. J'ai cligné des yeux. Il voulait que je revienne cette année pour remettre le prix et prononcer un bref discours sur le dépassement des obstacles dans la recherche scientifique. Je suis resté longtemps devant l'écran. Ethan est entré, se séchant les cheveux avec une serviette. Ça va? J'ai tourné l'ordinateur vers lui. Un sourire lent s'est étiré sur son visage. Carole, c'est incroyable. Ma gorge s'est serrée. Cette fois, je veux que mes parents soient là. Il a froncé les sourcils. Tu es sûr? Après tout ce qui s'est passé? Oui, mais pas pour une réconciliation. C'est un test. Un test? J'ai hoché la tête. S'ils peuvent venir, s'asseoir 20 minutes, et soutenir quelque chose qui n'a rien à voir avec Mélissa. Alors peut-être qu'il y a de l'espoir. Pas pour le passé, parce que le passé est fini, mais pour un futur avec des limites. Et s'ils ne viennent pas? Demanda-t-il doucement. Alors je fermerai la porte, ai-je dit. Pour de bon, cette fois. Il a pris ma main. Quoi qu'il arrive, je suis avec toi. Ce soir-là, j'ai rédigé le courriel destiné à mes parents. Court, clair, sans sous-entendu émotionnel. Je présenterai cette année lors de la cérémonie du prix Jeune Chercheur de la NSF. Je souhaite que vous y assistiez. Si vous choisissez de venir, j'attends de vous que vous soyez présent uniquement en tant que soutien. Aucune discussion sur Mélissa, aucune comparaison, aucune digression. La cérémonie ne la concerne pas. Elle ne concerne pas le passé. Il s'agit de montrer que vous êtes capable d'être là. Dites-moi avant vendredi. Carole. Avant de pouvoir trop réfléchir, j'ai appuyé sur « Envoyer ». La paix. Enfin selon mes conditions. Plus tard, je me suis assise dans mon bureau, le tiroir entrouvert, les enveloppes de restitution empilées comme de petits fantômes. Pour la première fois, elles ne me semblaient plus lourdes. Elles semblaient lointaines, gérables, comme quelque chose que je pourrais laisser aller un jour. Pas aujourd'hui, mais un jour. Ethan est apparu dans l'embrasure de la porte. Tu es prête pour le dîner? J'ai pivoté sur ma chaise. Oui, ai-je dit doucement. Je crois que je le suis. Il a tendu la main et je me suis avancé vers lui. En passant près de mon bureau, le soleil de fin d'après-midi a frappé le tiroir des enveloppes, donnant au papier blanc une teinte dorée. Je ne l'ai pas refermé. Je n'en avais pas besoin, car pour la première fois depuis longtemps, ma vie n'était plus définie par ce que ma famille n'avait pas su m'offrir, mais par ce que j'avais construit malgré eux. Et quoi qu'il arrive ensuite avec la cérémonie, avec mes parents, avec Mélissa, je savais enfin une chose avec une absolue clarté, guérir ne voulait pas dire pardonner. Guérir voulait dire me choisir moi.